Pour réaliser ce vœu pieux, dès la naissance du califat autoproclamé, les menaces se multiplient. Plusieurs signaux inquiétants se succèdent. Le 21 septembre 2014, tout bascule. Le porte-parole de Daesh, Abou Mohamed El-Adnani, désigne la France comme cible dans un document sonore. Premier signal clair dont l'importance a été sous-estimée. On pense la menace encore lointaine alors qu'elle est à nos portes. On continue aussi de sous-estimer l'attrait que suscite l'idéologie djihadiste. Beaucoup d'anciens délinquants, des jeunes déstructurés, mais pas seulement, sont séduits. Les services de renseignement semblent comme dépassés par la situation. Les policiers se plaignent du manque de moyens et d'une mauvaise organisation face à la spécificité de la menace. Si les autorités ont parfois du mal à détecter les djihadistes avant leur passage à l'acte et à interpréter les signaux faibles, c'est parce que le dispositif de la lutte antiterroriste a été complètement chamboulé. Jusqu'en 2008, la police disposait de deux grandes structures de renseignement. La DST, la Direction de la surveillance du territoire, et les RG, les renseignements généraux. Nicolas Sarkozy a décidé, sous sa présidence, de les faire fusionner et de créer la DCRI, la Direction centrale du renseignement intérieur. Cette fusion a fait disparaître les RG, pourtant très implantés sur l'ensemble du territoire. De retour au pouvoir, la gauche a réalisé une nouvelle réforme en 2014, en supprimant la DCRI, pour créer à sa place la DGSI, Direction générale de la sécurité intérieure, qui devait théoriquement disposer de plus de moyens. Parallèlement, il y a eu aussi la naissance d'un service de renseignement territorial supposé remplacer les RG, le RT, le renseignement territorial. En réalité, depuis 2008, la machine est grippée. C'est probablement aujourd'hui l'une des faiblesses du renseignement français. Les RG, c'était plus, on est devant la mosquée, on voit qui fréquente qui, du renseignement au jour le jour. Et quand il y a eu cette fusion, la culture DST l'a emporté. C'est-à-dire que ça a détruit l'autre culture. Et là, c'est pire parce que c'est très long de reconstituer une culture de terrain. C'est ça le problème. Et ça, on n'a pas pensé. On a pensé qu'on additionnait 2+, et en fait, ça a donné un moins. Et sans esprit polémique, on a tout de même pas mal restreint les capacités de ce qu'on avait, qui s'appelait les renseignements généraux, et qui fournissaient les éléments d'alerte suffisants pendant toute une époque. Les éléments d'alerte, les signaux faibles, se détectent essentiellement sur le terrain. Alors que Daesh attire toujours plus de candidats au djihad, les services de renseignement sont moins présents dans les quartiers, les communes, les prisons, et délaissent parfois la surveillance de suspects. Au pire moment, la France perd son outil de proximité, les renseignements généraux. On lui préfère la DGSI, une structure au fonctionnement lourd et complexe. La suppression des renseignements généraux en 2008 est une erreur stratégique. Je ne suis pas en train de dire que celui qui l'a fait, en l'occurrence Nicolas Sarkozy, porte la responsabilité du terrorisme. Vous l'aviez un peu voté aussi, hein, vous l'aviez un peu accepté quand vous étiez... Enfin, quand je dis les socialistes. Non, mais l'idée... L'idée, vous l'aviez acceptée à l'époque. Attendez, l'idée de supprimer la part des renseignements généraux chargés de surveiller des politiques ou des syndicalistes, je crois qu'elle s'imposait à tout le monde. Très efficace sur le terrain de la lutte antiterroriste, les RG, les renseignements généraux, avaient aussi une part sombre. Le flicage des élus, des associations, des journalistes ou des syndicalistes. La suppression de cette part de police politique a emporté avec elle l'expertise antiterroriste des RG. Le maillage, effectivement, au niveau du territoire, d'individus qui présentent des signaux faibles, mais dont on sait aujourd'hui qu'ils peuvent très vite se transformer en kamikazes ou en terroristes. Donc, il est très important d'avoir un renseignement territorial qui soit véritablement opérationnel. Ces carences ont permis, par exemple, le 20 décembre 2014, à un certain Bertrand Zoa Bonayo, un islamiste pourtant identifié comme tel, de passer à travers les mailles du filet et d'attaquer des policiers avant d'être abattu. Bonsoir.
Dans l'Indre, on peut parler d'attentats contre les forces de l'ordre. Il s'est rué sur eux au cri d'Allah Akbar. 3 policiers blessés à coups de couteau dans l'enceinte même du commissariat de Jouer-les-Tours. L'agresseur a été tué. Même si quelques médias parlent d'un acte terroriste, cette réalité est mal interprétée. Le lien avec Daesh, pourtant évident, ne fait pas l'unanimité. Acte isolé pour les uns, une affaire qui n'a aucune connotation religieuse pour les autres. L'assaillant, pourtant converti, qui se fait appeler Bilal, est présenté plus tard par Dabiq, magazine de propagande de Daesh, comme un soldat du califat. Nous sommes moins d'1 an avant le 13 novembre. Son action est glorifiée comme le sera également celle d'Hamidi Koulibaly, le tueur de Montrouge et de l'Hypercacher. Un ancien délinquant multirécidiviste dont l'adhésion à l'islam politique a été repérée en prison. Pourtant, personne n'a réussi à anticiper son passage à l'acte après sa libération. On n'a pas pu voir ainsi, là aussi, ce rapport qui s'est progressivement créé entre la délinquance, le trafic de drogue, des profils, comme celui d'ailleurs de Koulibaly. Je crois que c'est malheureusement l'exemple qui parle. Et l'absence de ce réseau qui existait, de cette expertise, de cette connaissance, a été, évidemment, le mot est faible, dommageable, a été une erreur. Des Kouachi, des Koulibaly, on en a par paquet de 12 dans ce pays. Donc, qu'il y en ait d'autres, ça ne m'a pas surpris massivement. Ça prend forme d'épopée, de légende, et ça en inspire d'autres. En effet, ils sont nombreux aujourd'hui, les profils comme ceux d'Hamidi Koulibaly.